Vous êtes sur le podcast de la CDI sur le design intégré. Dans cet épisode, nous parlerons de design et d'innovation dans l'entreprise Maped avec Daniel Racamier, designer produit, et Nicolas Legendre, responsable design et recherche. Maped est une entreprise familiale française indépendante, leader mondial des accessoires scolaires. Depuis 2016, la marque se diversifie avec le rachat de la société Joustra, concepteur et fabricant français de coffrets créatifs pour enfants. En 2018, elle lance une gamme de contenants alimentaires nomades pour enfants. Daniel Racamier et Nicolas Legendre nous parlent de l'évolution du service design de l'entreprise à travers celle des gammes de produits, puis de l'évolution de leurs pratiques avec la création d'un laboratoire des usages pour remettre l'enfant au cœur du développement des projets. C'est grâce à cet espace que les designers observent les jeunes utilisateurs, testent leurs idées à partir de prototypes fonctionnels. Aujourd'hui, chez Maped, le design s'occupe du renouvellement des gammes et met en place une approche continue de compréhension des usages pour développer des projets d'ordre exploratoire, technologique, usage, ce qui permet de se diversifier sur de nouveaux secteurs comme ceux des produits pique-nique ou de la gamme créative. Les designers concluent notre entretien sur l'adaptation des produits à l'international en s'appuyant sur un exemple marquant qui est celui d'un taille-crayon électrique pour la Chine. Bonjour Daniel, et donc pour commencer ce podcast, je vais te demander de te présenter ton parcours. D'accord, ok, moi c'est Daniel Racamier, donc je suis designer chez Maped depuis début 1999, ça remonte à assez loin. Donc déjà moi j'ai fait un BTS en fait design, à l'époque ça s'appelait esthétique industrielle, donc j'ai passé ce BTS à la Grande Tourache à l'école de Toulon, design de Toulon. Et puis mon premier boulot ça a été dans une agence de design de la région, qui s'appelait Tram Design, donc je pense que pas mal d'anciens reconnaîtront cette boutique, puisqu'aujourd'hui elle n'existe plus, mais à l'époque c'était un cabinet de design assez réputé sur la région. Il y avait Caligo, Tram Design, et puis je crois que c'était à peu près tout. Donc j'ai commencé à travailler chez eux en 96, et il se trouvait qu'à l'époque, Tram travaillait les produits de Maped en design. Donc c'était tout externalisé dans cette agence de design. Donc j'ai commencé à faire mes premières armes chez Tram Design. Et puis, de fil en aiguille, un jour, il y a eu une annonce chez Maped, une annonce d'un poste d'assistant prototypiste. Donc là, j'ai postulé et je suis rentré en fait par ce biais-là chez Maped en tant que prototypiste. D'accord. Et puis, donc comme il n'y avait pas de design intégré, petit à petit, j'ai commencé à faire une maquette, 2 maquettes, 3 maquettes, des concepts, quelques dessins, quelques refs. Et j'ai commencé à faire mon premier compas chez Maped. Et puis là, donc, il y a eu un engouement pour le fait d'intégrer du design chez Maped. Et ça s'est produit très rapidement, l'espace d'un an ou deux. 100% des designs étaient créés par moi à ce moment-là, quoi. Donc, et puis, par rapport à ça, j'ai commencé à travailler avec des stagiaires. Donc, j'ai travaillé avec des stagiaires de Créapol, de Strat College, de l'école de Nantes, de l'école de Villefontaine. Et puis, à un moment, on a eu la nécessité d'embaucher quelqu'un par rapport au travail grandissant, de plus en plus de produits. Et donc, mon premier collaborateur, c'était dans les années 2004, ouais, 2004, c'est ça, qui est resté 3-4 ans chez Maped. Donc, il est parti pour d'autres aventures. Et puis, donc j'ai recruté à ce moment-là Sylvain Lopez, qui est toujours chez nous actuellement. Donc, ça, c'était en 2007, si j'ai bonne mémoire. Et donc à l'époque, on ne travaillait pas tout à fait. Au début du design, en fait, chez Maped, on ne travaillait pas comme aujourd'hui, c'est-à-dire que les méthodes ont évolué. À l'époque, on était plus sur du design intuitif. On validait les produits essentiellement avec les commerciaux et la direction. Ouais. On faisait très peu de tests utilisateurs. Donc ce qui est complètement paradoxal, parce que quand on travaille sur un ciseau, notamment un ciseau pour enfants, c'était des adultes qui testaient les anneaux, et aujourd'hui, ça n'a pas de sens, quoi. Oui. Bon, c'était comme ça, donc ça marchait comme ça. Et on a commencé en fait à travailler dans ces années avec des cabinets d'ergonomes où on se rapproche un petit peu de ce qu'on fait aujourd'hui avec les tests à enfants, enfin ce genre de choses. Et là, on se rendait compte que finalement, l'observation des enfants, c'était primordial dans la création des produits. Donc on a commencé comme ça, et puis petit à petit, donc de plus en plus de tests usage et attitude, on appelait ça comme ça à l'époque, et d'observation aussi en école. Jusqu'à en fait aujourd'hui où maintenant systématiquement on intègre de l'observation, des phases d'essai de proto avec des utilisateurs
ce qui permet d'avoir une réponse assez précise et orientée utilisateur, chose qu'on ne faisait pas avant, quoi. Ok. Voilà. Et du coup, comment se répartit le travail dans l'équipe, puisque donc Sylvain est arrivé, et puis l'équipe s'est encore étoffée dernièrement. Comment tu répartis le travail? Est-ce que c'est toi qui continues à gérer les projets? Est-ce que chacun a son domaine de prédilection en fonction de vos différents secteurs? Parce que il y a les produits pour enfants, mais aussi les produits plus bureautiques, adultes, quoi, j'oserais dire. Donc, comment vous gérez ça? Alors pendant longtemps, avec Sylvain, on travaillait sur les mêmes projets. Donc les phases de créa, on les faisait ensemble, on proposait nos designs ensemble. Puis après, il y avait un choix, une orientation qui était fait, et puis chacun prenait la suite du projet. On a quand même plus ou moins nos terrains de jeu. Alors c'est pas fermé, hein. On peut très bien naviguer d'un projet à l'autre, d'une catégorie à l'autre, surtout dans les phases d'exploration. Mais par exemple, Sylvain, lui, est plus sur la partie créative, créative. Moi, je suis plus sur la partie pique-nique. Et tout ce qui est core business, c'est-à-dire le scolaire, là, on est plus tous dessus, quoi. On travaille tous en collaboration. Okay. Donc aujourd'hui, on est 3 designers, donc avec Séverine Cochet, qui nous a rejoint il y a 1 an à peu près. Et Nicolas aussi, parce qu'en fait, à une époque, moi je manageais une personne. Et j'avoue que le côté management des projets, management du design et management des personnes, moi j'étais beaucoup plus à l'aise dans le management des idées, la créativité et le management de projet. Donc j'ai exprimé le besoin de ne pas continuer dans cette voie-là. Et donc à ce moment-là, on a cherché un responsable design et recherche. Et donc Nicolas nous a rejoint il y a bientôt 2 ans. D'accord. Sur le poste de responsable design et recherche. Mais après, pour le management des projets, ça dépend les moments de l'année, ça dépend de plein de facteurs. Il y a des designers aussi qui peuvent être plus sensibles à certains projets que d'autres, ou moins à l'aise sur certains projets qui demandent plus de technologie, ou il y a des typologies aussi différentes. Si c'est par exemple un produit très industriel, avec beaucoup de robotisation, d'automatisation, c'est vrai que moi j'ai un parcours, depuis le temps que je suis chez Maped, je connais bien un peu tout l'univers, et moi je suis plus à l'aise sur ce domaine-là, quoi, par exemple. D'accord. Mais c'est pas fermé, on est multitâche en fait. Le renouvellement des gammes, il se fait de manière systématique d'année en année comme des collections. C'est quelque chose qui est assez automatique chez vous, par exemple sur la demande des commerciaux ou des chefs de produits, ou est-ce qu'il y a aussi des périodes de temps fort où là on doit innover sur tel produit et on se met à travailler sur un produit en particulier ou une techno? Il y a les 2 cas de figure en fait. Effectivement, il y a des collections, alors ça c'est travaillé plutôt d'un point de vue graphique, où des produits se prêtent à la décoration, renouvellement des gammes. Et après, il y a des produits où on peut travailler, ça a été le cas par exemple dans le bureau, on peut travailler sur des gammes complètes, à savoir des perforateurs, des agrafeuses, des ciseaux. Donc là, on essaie d'avoir une vision d'ensemble sur l'ensemble de la gamme. Et là, oui, on crée quasiment tout d'un bloc, quoi. D'accord. Mais ça, aujourd'hui, on le fait de moins en moins, créer comme ça tout d'un bloc, c'est compliqué parce que déjà, ça demande beaucoup d'investissement en industrialisation. Et maintenant, on préfère rationaliser aussi nos offres. Parce que c'est vrai que chaque année, notre catalogue il augmentait. Il y avait des produits qui n'avaient plus trop de sens, qui ne trouvaient pas leur place forcément dans une gamme. On avait un peu l'impression de faire de l'épicerie. Bon, c'est vrai que ça a marché pendant 2 années, mais aujourd'hui, on ne pense plus comme ça. Donc, par rapport aussi à l'environnement, on essaie de rationaliser beaucoup de choses et d'être cohérent par rapport à nos offres. Il y a des produits qui étaient plus des produits d'image, entre guillemets, qui ont duré pendant un certain temps. Donc là, on arrive maintenant un peu à saturation, on essaie de revoir un peu notre philosophie. Et du coup, que ce soit Sylvain ou toi ou Séverine, vous travaillez aussi bien sur le design du produit que justement la partie graphique. Quand si on prend par exemple, moi j'ai en tête bien sûr les gammes de ciseaux qui sont sérigraphiés là sur les lames, qui sont vraiment des collections annuelles. Moi, en tant que maman, tous les ans, j'avais le droit à une demande d'une nouvelle paire de ciseaux parce que nouveau graphisme. C'est vous qui vous occupez de tout, ou est-ce que vous externalisez, ou est-ce que vous avez un graphiste par exemple qui s'occupe de ça? Alors on a une équipe, on a un studio graphique. Alors aujourd'hui, je ne sais plus, ils sont une dizaine de personnes. Hein. Ah oui, d'accord, ok. Donc eux, ils ont toute cette partie-là, en fait, fabrication du catalogue, les packaging, les graphismes sur le packaging, les graphismes sur les produits quand ça fait appel à la décoration, des choses comme ça, sur des thématiques, et la gestion aussi des licences, comme Harry Potter. Vous êtes vraiment design de produits. Ok, très bien. Design de produits, et on travaille beaucoup en collaboration aussi avec la recherche. Nicolas vous en parlera tout à l'heure, où en fait on est aussi en amont dans les projets pour apporter notre vision et
et puis matérialiser un peu les concepts, pouvoir les présenter après, les tester, ce genre de choses. Donc chez Maped, c'est combien de brevets par an, comme ça, tu sais? Waouh. À peu près? J'aurais du mal à dire. En termes d'innovation, ou en termes de gros, même si c'est pas un dépôt de brevets en tant que tel, c'est des projets innovants. Tu penses que c'est quel rythme à peu près? Je sais pas, j'aurais tendance à dire une dizaine, moi, à peu près. Ah oui. J'aurais dit une dizaine, ouais. Ok, donc c'est quand même très dynamique, quoi. Ouais. Des brevets, alors ça dépend si c'est des brevets ou des dépôts de modèles. Oui, mais pour des ça. dépôts de modèles, alors tous nos modèles sont déposés. Bien sûr. Mais après, en brevet, j'aurais du mal à vous le dire comme ça. Non, mais c'est pour avoir une notion, c'est pas au nombre près, c'était juste pour savoir un peu le dynamisme. Ouais, donc, Nicolas, qui est arrivé donc, il y a 2 ans maintenant chez Maped, donc je vous laisse vous présenter et présenter votre parcours pour qu'on comprenne un peu. Bonjour, merci. Nicolas Legendre, responsable recherche et design pour Maped depuis 2 ans. Je vais faire un petit peu comme Daniel, je vais retracer le parcours. Diplômé de l'école de design de Nantes en 2005. Plus académique comme parcours que Daniel. Après un saut dans l'entrepreneuriat pendant à peu près 6 à 7 ans dans une agence que j'ai co-créée avec d'autres anciens de l'école de design de Nantes à Paris, qui s'appelle DC Design et qui est une agence qui a toujours pignon sur rue et qui est encore dynamique. Ensuite, j'ai rejoint, moi, la partie design intégré. Donc, je suis passé de l'autre côté du miroir. Après le prestataire, je suis passé en intégré chez Sodebo, donc dans le groupe Sodebo, groupe agroalimentaire à Montaigu, pendant 8 ans, où j'ai piloté d'une part la partie communication design graphique, donc la partie studio graphique qu'on connaît chez Maped aujourd'hui. Et puis, dans un second temps, j'ai constitué l'équipe de design produit au service R&D, avec l'analyse sensorielle. Donc, une équipe de 5-6 personnes à l'époque. Et puis j'ai rejoint le groupe Maped pour combiner 2 autres activités que sont la recherche et le design dans un but d'avoir une dynamique de création renforcée et aussi de repositionner le design sur tout le processus de création et très en amont. Donc, Daniel parlait tout à l'heure des évolutions des pratiques. Dans les évolutions notoires qu'on a pu mettre en place ces dernières années, c'est juste de repartir sur une base, une méthode éprouvée de l'entonnoir, très classique, ou du diamant si on veut. Ça c'est pour les connaisseurs en design. En tout cas, l'idée c'était vraiment de remonter en amont le plus possible dans les projets, d'être à la fois dans la prospective et à la fois dans le développement. Ça nous permet 2 choses. Déjà d'être un petit peu plus proactif dans les projets. On est aussi plus en amont, donc on est plus dans l'exploration, dans la compréhension de l'usage. Daniel en a parlé tout à l'heure. Ça paraît aujourd'hui inconcevable que des adultes choisissent pour des enfants. Eh bien, c'était bien l'idée. C'était de remettre au cœur de nos réflexions les enfants, en les observant, en comprenant leurs besoins et en y répondant. Et tout ceci en étant à la fois dans cette dimension recherche, donc vraiment exploratoire, et de transformer cette recherche ensuite en projet de développement. Et donc là, l'idée, ça a été de vraiment repositionner l'intégralité de l'action de l'équipe, et c'est aussi pour ça qu'à un moment, on a besoin de se renforcer avec l'arrivée de Séverine notamment, pour être présent sur tous les fronts, sur tous les sujets, qu'ils soient exploratoires, technologiques, usage ou très applicatifs, une refonte de gamme, refaire un lifting de style de produit. Donc on intervient vraiment sur tous les champs du design. Donc c'est vraiment une intervention complète. Voilà. D'accord. Et du coup, alors puisqu'on insiste un peu sur l'usage et l'observation des enfants, concrètement, comment vous faites? Parce que on dit toujours c'est pas forcément facile d'observer des utilisateurs, comment on s'y prend, comment on peut les observer, mais finalement l'utilisateur il exprime rarement un besoin. Donc comment vous vous y prenez en particulier avec des enfants? Alors, c'est vraiment un point clé et c'est d'autant plus compliqué avec un public enfant. Déjà, faire verbaliser des adultes, c'est pas évident, mais là, pour le coup, pour les enfants, c'est vraiment de l'observation. Et c'est dans ce but, et c'est pour ça qu'on est dans cette pièce aujourd'hui, qu'on appelle le labo des usages, plus communément le labo Minot, voilà, pour les observer et s'extraire, en fait, du moment d'utilisation. On ne cherche pas à les faire verbaliser, on les observe, on observe les freins, mais aussi les interprétations qu'ils font des produits et de l'usage des produits de manière instinctive. On est parfois surpris de la manière dont ils utilisent nos produits. Parfois, ça confirme nos choix. Parfois, ça nous bouscule.
mais l'idée étant de justement pas arriver avec un a priori, mais bien d'observer ce qui se passe avec les enfants. Et donc on s'extrait de cette pièce, on les observe soit via une vitre sans teinte, soit via des caméras, pour qu'ils vivent pleinement le moment d'utilisation et qu'on ne soit pas un élément perturbateur. Et donc vous testez à la fois vos produits, les produits des concurrents et par exemple des prototypages pour voir comment ils réagissent sur un nouveau produit ou sur une idée, ou est-ce que non, justement le prototypage étant déjà un peu un avancement de l'innovation, vous le gardez à part pour pas divulguer quelque chose qui pourrait sortir et vous testez que l'existant? Alors on est très à l'aise avec l'idée qu'il faut tester nos protos. D'ailleurs, on a un prototypiste chez Maped qui nous permet d'avoir des prototypes fonctionnels, très proches aussi esthétiquement de la réalité, ce qui nous permet de projeter les enfants dans la réalité et pas simplement avec des maquettes qui pourraient être un peu difficiles à percevoir et à comprendre pour les enfants. Donc on est très à l'aise avec l'idée de divulguer nos idées auprès des enfants parce qu'on a besoin d'eux. Et on teste avec les enfants tout au long du processus de création. Donc l'idée, c'est très tôt de comprendre ce qui se passe sur le marché. Donc évidemment, la concurrence, évidemment nos produits existants pour les confronter à la réalité. Et de ce postulat de départ, on va ensuite s'engager dans une démarche de réflexion, soit d'amélioration, soit d'innovation. Et tout au long de ce processus, on va confronter nos idées aux enfants. Alors, en fonction de la complexité du projet, on les rencontre plus ou moins souvent, mais au travers du prototypage, on les rencontre assez régulièrement pour qu'ils puissent manipuler, tester et justement interagir avec nos idées. D'accord. Et du coup, vous prenez, alors une question peut-être bête, mais toujours la même équipe d'enfants pour voir justement leur perception de l'évolution de votre produit ou de votre idée, de votre projet, ou est-ce que vous changez de groupe d'enfants parce que les enfants, ça s'épuise, parce qu'on a besoin de voir des personnes différentes? Comment vous faites ça? Alors, ça rejoint plusieurs chantiers en cours et en réflexion. Nous, on change d'enfant. On change d'enfant pourquoi? Parce qu'on a plusieurs cibles. Alors, cible, c'est un peu... Voilà, ça fait un peu guerrier comme mot, mais en tout cas, on a plusieurs typologies d'enfants. Et donc, en fonction de notre objectif et du produit qu'on développe, on va choisir une tranche d'âge, des enfants qui sont soit utilisateurs de nos produits, soit pas du tout, justement pour les confronter à une nouveauté. Et donc vraiment essayer de se confronter au plus près du consommateur et de l'utilisateur visé. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, je disais plusieurs chantiers. On est dans cette approche continue de mieux les comprendre, mieux les connaître. Et donc, voilà, on parle beaucoup de persona, on parle beaucoup de profil utilisateur et profil consommateur. On a lancé un grand chantier, conjointement avec le marketing, évidemment, pour définir ces profils. Alors, c'est arbitraire, c'est notre vision, nous, Maped, de notre marché, mais en tout cas, ça nous permet de mieux les comprendre, mieux les cerner, et puis aussi d'être plus saillants sur nos concepts. Et plutôt que d'éviter de faire des produits pour tout le monde, mais qui parlent à personne, on essaie de faire des produits qui parlent à certains utilisateurs, et au mieux, et au plus juste. D'accord. Moi, c'est très intéressant. Est-ce que vous voulez compléter par autre chose? Moi, pour revenir sur les utilisateurs, c'est vrai qu'on a la chance aussi chez Maped d'avoir du personnel qui ont des enfants. Donc on peut les solliciter assez souvent pour venir tester nos produits. Mais l'importance aussi d'avoir un réseau, parce que on pourrait penser qu'il y a un certain biais, parce que les parents travaillent chez Maped, donc connaissent les produits. Donc ça, c'est important de se créer aussi un réseau pas trop loin non plus de chez nous pour pouvoir bouger. Et après, on a aussi des antennes à l'étranger, parce que les utilisateurs en Amérique du Sud ne sont pas forcément tout à fait les mêmes que chez nous. Les écoles ne sont pas les mêmes, les moments d'usage ne sont pas les mêmes. Et donc, du coup, c'est vrai qu'on a aussi des antennes dans ces pays pour proposer nos innovations, les faire tester sur place. Et voilà, donc on est vraiment sur une utilisation aussi monde, il ne faut pas l'oublier. Donc vous avez vraiment des gammes de produits spécifiques aussi en fonction des pays? Oui. D'accord. Typiquement, je vous prends un exemple, c'est un produit pour la Chine, on en parlait tout à l'heure avec Nicolas, un taille-crayon électrique. Il faut savoir que dans les familles chinoises, toutes les familles ont un taille-crayon électrique parce qu'ils ont l'obligation tous les matins d'arriver avec 5 crayons taillés. S'ils n'ont pas 5 crayons taillés, c'est le Parti communiste qui leur tape sur les doigts. Donc voilà, du coup c'est un objet qui est sur le plan de travail, comme un mixeur, comme un grille-pain, voilà. Donc on l'a travaillé dans ce sens-là, pour que ce soit un objet qui fasse partie du mobilier quelque part. Bien, oui. D'accord, très bien. C'est super intéressant. Ouais. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là. En tous les cas, c'est très intéressant. C'est une très belle ouverture. Merci beaucoup pour votre accueil.
Merci. Et puis peut-être à une prochaine pour prolonger cette discussion autour des produits MAPED et de l'innovation chez MAPED.